L'hôpital Mère-Enfant de l'Est parisien a ouvert ses portes en février 2010, dans le 11e arrondissement, sur l'ancien site de la maternité des Bluets, pionnière de l'accouchement sans douleur. Cette structure, unique à Paris, aide les mères en difficulté à créer un lien de qualité avec leur bébé, grâce à un accompagnement psychologique, médical et social. Le docteur Hébert et son équipe nous ont accueillis pendant 4 mois pour que nous suivions les mères hospitalisées et leurs enfants sur le long cours. Tamara qui pleure, je l'emmène dans la chambre, c'est parce qu'elle risque de le réveiller. Qui bouge. En fait, je suis arrivée un peu par hasard ici. Je venais de me séparer alors que j'étais enceinte. Et je me suis rendue à la maternité près de chez moi, là où j'étais inscrite pour ma grossesse, pour le suivi de ma grossesse. Et à ce moment-là, bon, j'étais pas très bien, hein, j'étais plutôt refermée sur moi-même, etc. Et j'ai rencontré une maman. Et là, elle m'a dit qu'elle était dans une structure qui s'appelait l'hôpital de l'Est parisien, qu'elle s'était séparée, qu'elle vivait pas très bien, pas très sereinement sa grossesse, etc., etc. Et puis ça m'a fait tic dans la tête, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le papa? Avec le papa, c'est une histoire comme une autre, une histoire d'amour, une histoire de rencontre. Sauf que bon, moi à l'époque j'étais divorcée et j'avais pas trop le soutien de ma famille aussi, puisque c'était quelqu'un qui était séparé avec 2 enfants. Et donc la grossesse est arrivée soudainement et lui était très heureux. Et puis moi je l'étais un peu moins parce que j'étais un petit peu affolée, quoi. Parce que moi je suis très proche de ma famille, donc j'avais pas envie de choisir entre la famille, lui. Et au fur et à mesure, il a commencé à tourner sa veste, à changer d'avis. Donc j'avais commencé à faire les démarches pour avorter. Mais je le désirais au fond de moi. J'ai demandé à voir le bébé pendant l'écho. Je voulais le voir. Enfin, c'est douloureux pour moi d'en parler parce que, au final, enfin bref. Donc voilà. Pour Imen, finalement, le désir de garder cet enfant a été le plus fort. Son compagnon, lui, est parti. Et il n'a jamais vu son fils. Depuis 1 mois et demi, à l'hôpital, Imen apprend à assumer cette maternité et faire le deuil de son histoire. Il suffit de rencontrer des femmes dans cette situation de grossesse ou avec un petit bébé pour se rendre compte que toutes les grossesses ne sont pas roses, toutes les arrivées d'enfants ne sont pas les bienvenues forcément dans des parcours de vie qui sont extrêmement complexes ou dans des moments où il y a une grande souffrance des adultes. Et pour autant, ce que l'on sait, c'est que ce sont les premiers liens qui permettent à un enfant de s'humaniser. C'est un temps fondamental pour lequel nous avons polarisé notre attention justement dans cette période de la grossesse jusqu'au 1 an de l'enfant, parce que, quelles que soient les conditions de vie, c'est du devoir de la société de mettre en œuvre justement un accompagnement. Des structures comme celle-ci, qui aident les mères à s'occuper de leur bébé après la maternité, sont encore rares. Pourtant, une carence maternelle peut entraîner des troubles de l'apprentissage, de l'attachement et du comportement. Ici, tout est mis en place pour favoriser les relations de la mère avec son enfant et lui donner une chance de se construire. Alors on va parler un petit peu des pleurs, les raisons pour lesquelles vos bébés peuvent pleurer. Alors, qui est-ce qui a envie de partager son expérience et je regroupe pourquoi leur bébé pleure? Ismaël, il pleure un petit peu pour toutes les raisons. Quand il a faim, quand il veut les bras. Il pleure aussi quand je suis pas bien. Ouais. Ça, j'ai remarqué aussi quand maman elle est pas bien, elle est énervée, elle est stressée. Il pleure beaucoup. Ouais, lui, il sent vos émotions. Ouais, c'est automatique. Donc, qu'est-ce qui fait que Nina, elle pleure? Parce qu'elle a faim, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'elle a soif, parce qu'elle veut parler. Elle pleure. J'ai besoin de s'exprimer. On va pouvoir commencer le massage. Je vous invite à déshabiller vos bébés. Au début, on va faire un cœur.
fait sur sa poitrine. On écarte au niveau des épaules. Et on va continuer sur les bras. Donc si ça glisse bien encore, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile. On va choisir un des bras, d'accord? Et puis on va poser nos mains dessus pour rentrer en contact. Et puis on va lever un tout petit peu le bras. S'il résiste, vous le laissez un peu baisser, c'est pas grave. On va masser les aisselles. Voilà. Ça la chatouille pas. Si vous appuyez bien. Et on va continuer les mouvements. Alors vous allez voir, c'est quasiment les mêmes mouvements pour les jambes. À travers le massage, on va aider le bébé à mieux se détendre, à moins pleurer, à se calmer plus facilement, à dormir, enfin avoir un cycle de sommeil plus régulier. C'est un moment vraiment d'échange entre la maman et le bébé. Et à travers le massage, elle apprend à passer un moment agréable avec son bébé, à parler avec lui, à le sentir, à être près de lui. Et du coup, ça a une influence sur le lien entre la maman et le bébé. L'accouchement s'est très mal passé. On a très vite fait la péridurale, qui n'a pas prise. C'est-à-dire qu'elle a pris trop basse. Donc toutes les contractions, je les sentais, j'étais juste anesthésiée sur les jambes en fait. Et le bas des jambes et tout ça. Donc j'ai tout senti. Et de là, j'ai fait 17 heures de travail dans la douleur. Ensuite, j'ai fait une hémorragie. Et puis pareil, là, il n'y avait pas de chambre de disponible. Donc après l'accouchement, on m'a laissée seule avec le bébé dans la salle d'accouchement, sans manger, sans rien donner à boire. Après, le papa, il a été là, mais il devait repartir par rapport à son travail. Il avait des engagements, donc je suis restée seule un très long moment. Je leur demande s'ils pouvaient me la prendre le temps que je me repose. Et en fait, dans les hôpitaux, il n'y a pas de nurserie. Donc ils m'ont dit non, il faut garder votre bébé, on ne peut rien faire. Donc à l'hôpital, j'ai dû enchaîner 3 nuits blanches avec une perfusion, des hémorroïdes, la fatigue cumulée. Et c'est de là qu'a commencé la dépression postpartum, comme on dit. Eleanor n'a jamais été sujette à la dépression. Depuis 5 ans, elle vit à Bordeaux avec son compagnon, Dorian. Ils forment un couple soudé et désiraient tous les deux cet enfant. Il aura pourtant suffi d'un accouchement difficile pour que tout bascule. Nina s'est mise à pleurer énormément. Dès la 2e nuit, ça a commencé à être catastrophique. Et après, ça allait de mal en pis. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Vous aviez peur? La fatigue, l'épuisement. Le fait effectivement d'être épuisée. Et quand je vais pouvoir récupérer, quand je vais pouvoir dormir. Nina, est-ce qu'elle va pleurer? Est-ce qu'elle va pleurer longtemps? Est-ce que je vais réussir à la calmer? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Pourquoi elle pleure autant? Pourquoi? Est-ce qu'elle me rejette? Est-ce qu'elle m'aime plus alors que moi je l'aime? La dépression postpartum est encore méconnue. Elle se manifesterait dans 10 à 15% des accouchements. La mère peut éprouver de l'indifférence, voire du rejet à l'égard de son bébé qui se sent insécurisé. Si elle ne se fait pas soigner, l'enfant aura du mal à se développer. Quand Eleanor est arrivée à l'hôpital, il y a un mois, elle était incapable de s'occuper de sa fille Nina, qui pleurait jour et nuit, et était prise en charge par les équipes 24 heures sur 24. Depuis, elle apprend peu à peu à nouer des liens avec son bébé. Nage, nage, petit poisson, petite main bien tapée, joli moulin à bien tourner, beau papillon à bien voler, petit poisson à bien nager. Tous les lundis, les équipes font le tour des chambres pour voir comment se portent les patientes et savoir ce dont elles ont besoin. Alors là, Justement, je voulais vous voir parce qu'en fait, je vous ai demandé quelques permissions parce que mon conjoint est à l'hôpital. Il est rentré hier. c'était prévu, c'était l'hospitalisation. Non, il n'a pas pris ça Ah, non. pendant une semaine. Ah ben d'accord. Et savoir si c'était possible, vous vous souvenez, vous m'avez donné des antibiotiques. Et maintenant, je continue à cracher plein de glaire, savoir si je pouvais pas avoir un sirop. Si. Je vais repasser quand même, passer un coup de stéto pour être sûr qu'il n'y a rien de plus et je vous dis. Ok, d'accord.
Alors dites donc, vous avez changé de... Couleur des cheveux, j'ai passé un super week-end. Vous avez changé aussi de système, là? Non, je suis toujours mis comme ça. Hein. Bon, oui, mais... C'est Elise qui me l'a appris comme ça. Pour la journée, c'est mieux, les trucs bleus. Oui, c'est ça, ouais. Non, ça c'est pour dormir, c'est pour la nuit. Vous arrivez justement à la mettre dans le lit? Elle fait la moitié de sa nuit dans le lit, on va dire. Et puis après, vers 3h30, 4h, quand elle prend son biberon, après, elle n'arrive pas à se redormir toute seule. Quand elle est avec moi. Pareil qu'avec les dames, dans la nuit, elle dort bien toute seule toute la nuit. Ouais, c'est ça qui est... C'est des petits caprices, je crois. Je crois qu'il y a des petits caprices. De la maman? Non, parce qu'elle pleure vraiment, quoi. Ah ouais, je suis sûr qu'elle pleure. Donc c'était un peu compliqué cette nuit aussi. Avant, ça a été compliqué, c'est on m'a dit à partir de 4h30 du matin jusqu'à 6h30, ça a été un petit peu difficile. C'est vrai. Vous avez un bon avocat. Hein. Bon, mais il faut aller vers ça. Hein. Ah oui, c'est sur ça qu'on progresse. C'est doucement, mais sûrement. D'accord. Sinon, tout va bien. À plus tard. À plus tard. Par contre, s'il est possible de dire à Juliette, parce que je voulais vous parler pour l'hôpital, comme je savais pas que c'était aujourd'hui, après rendez-vous. C'est plus la peine de vous voir. Si. Si, je montre quand même. C'est pas la même chose, oui. Ok, d'accord, je montrerai vous voir. Katia vient d'arriver à l'hôpital. Elle et son compagnon vivent tous les deux dans la rue. La naissance de Tamara a éveillé son instinct maternel. Elle veut saisir cette chance et rompre avec sa vie d'errance. Mais elle a besoin d'être soutenue pour ne pas replonger. Je suis une ancienne consommatrice de drogue. Et quand j'ai arrêté, j'avais énormément de mal à pouvoir me projeter dans l'avenir avec ma petite. J'avais peur de ne pas pouvoir m'en occuper, de ne pas savoir m'en occuper en fait. Pourquoi vous pensez ne pas pouvoir vous en occuper? Parce que j'en ai déjà eu 3 avant. J'étais plus prise par la drogue que par mon instinct maternel et que je m'en étais jamais occupée, quoi. Parce que les gestes que je fais aujourd'hui, me lever à 3h du matin pour lui donner le biberon, la changer, jouer avec elle, calmer ses petits pleurs, ça pour moi ça n'existait pas, quoi. J'avais jamais été capable, la drogue avait toujours été plus forte que tout, quoi. Puis il y a eu Tamara, qui a tout changé. J'ai senti son premier coup de pied, j'ai diminué, et on va dire qu'à peu près 3 semaines avant sa naissance, j'ai totalement arrêté. Et maintenant, ça va faire 2 mois que j'ai arrêté. Et comment vous expliquez ce déclic? Je sais pas. Peut-être un ras-le-bol de la rue, peut-être un ras-le-bol de la drogue, peut-être l'âge aussi qui fait que, à 30 ans quand même, on essaye, quand on a pas mal galéré, on veut se poser. Puis il m'arrivait pas mal de galères. Je me suis fait renverser par une voiture, j'ai reçu de l'acide. J'ai été balle après. Mais c'est pas une vie, quoi. Juste dehors. Puis au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Chaque semaine, le docteur Hébert et son équipe programment les admissions. La structure est récente, mais les places sont rares et les demandes déjà nombreuses. On peut pas se déplacer quand? Oh, faut pas exagérer, elle a une petite césarienne de rien du tout. Hein. De toute façon, elle est sortante quand, normalement? Après, t'as un paquet, hein. Oui. C'est qui, ça? Une maman d'origine ivoirienne pour laquelle une demande d'hospitalisation avait été demandée pour un soutien à la relation mère-enfant. C'est une maman qui présente un état dépressif qui avait justifié une mise sous antidépresseur et elle est actuellement au foyer. Est-ce qu'elle va perdre son hébergement si elle vient ici? Ce que dit C'est toute la question, c'est toujours comme ça. Oui. La réponse est oui. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive tout le temps. Si vous voulez, les structures estiment qu'elles ne sont plus compétentes dans une situation de cette maternité avec ce bébé, ce qui est vrai, parce que c'est une situation de crise, une situation où des soins sont nécessaires. Simplement, ils ne gardent pas la place. Conclusion, si elle vient, elle perd sa place d'hébergement. Et une fois que nous, on a fait notre travail de soins, l'hébergement, c'est plus que l'hôtel, le SAMU social. On précarise des gens à nouveau, alors qu'ils avaient commencé à s'en sortir. C'est des systèmes un peu fous, absurdes même, je dirais. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on laisse les femmes et les enfants dehors, mais il paraît que c'est un problème de crise économique. T'es d'accord avec ça, toi? Non. Ouais, moi non plus, je trouve ça inacceptable. C'est pas digne d'un pays comme nous, c'est clair. On commence comme d'habitude, position sieste. Allongé, voilà.
Allez. Alors, vous installez bien confortable, toujours le bas du dos bien posé. Et on va juste travailler le périnée, c'est-à-dire que je vais vous demander de contracter quelques secondes, si vous pouvez. Et ensuite, vous relâchez. Vous tenez combien de temps maintenant, Sabrina? À peu près 15. Toujours 15, bien. Bah non, je faisais 10 la dernière fois. C'est vrai? Bah oui. Ah, j'avais déjà retenu 15 ans. Ah bah non, vous avez retenu plus vite, hein. Ah bah voyez, je savais que vous alliez avancer à toute vitesse. On va changer de position. Alors faites attention à votre dos. Non, c'est bon. C'est vrai, c'est bon. Ça fait la 8e séance. Oui, quoi. je sais que tu le prends. Et en plus, pousse. c'est pareil. Et on rentre. Prenez la cuisse. Et on pousse et on rentre. Prenez appui sur les cuisses pour retrouver le creuset remonté sous les côtes. Et ensuite, vous relâchez. Ça va? Ça, comme ça, on l'avait pas fait, ça. Non, parce que ça, c'est du gainage. Eh, mais waouh, elle a des vergitures. Bon, attendez. Ah bah non, c'est parce que elle a des plissures du ventre parce qu'elle elle contracte tellement ses muscles que sa peau, elle est... Elle est fripée, la peau. Elle a 40 et plus, hein. Elle a... Maintenant, elle doit avoir 60 ans. C'est une aide. Et donc, au début, vous avez des mouvements. En fait, là... C'est celle-ci, le drainage. Ouais, celui-là, on le fait. Mais vous voyez, ça, c'est des mouvements que vous pouvez rajouter par rapport à ce qu'on a fait. Pas vu, ouais, c'est bien celui-là aussi. Mais attendez, elles ont le ventre plein, hein. Sabrina vit dans un foyer pour femmes en difficulté. Elle est à l'hôpital depuis 1 mois. Son premier fils, Calice, a 5 ans. Il a été placé dans une famille d'accueil suite à une décision judiciaire. Pour elle, l'enjeu est de taille. Elle doit prouver qu'elle est capable de conserver la garde de Sohan. J'ai mon premier qui est placé depuis l'âge de 10 mois. Donc il est en famille d'accueil. Et quand j'ai su que j'étais enceinte de Sohan, moi j'avais les appréhensions que j'avais par rapport à mon premier, parce que voilà, ça s'est pas super bien passé. Et moi qui ai subi pas mal de choses par rapport à mon enfance, j'avais pas envie de reproduire ce que j'avais subi à mes enfants. Donc voilà, j'ai fait une tentative de suicide et ensuite mon premier a été placé. J'avais pas envie de revivre un autre placement pour mon fils, donc c'est pour ça que je suis venue ici avec mon fils pour que ça se passe au mieux. Il n'y a pas d'instinct maternel. Il n'existe pas, c'est des foutaises pour moi. L'instinct maternel, c'est des foutaises. On devient maman, oui. On devient maman de jour en jour. Mais il n'y a pas d'instinct maternel, c'est des foutaises. Oui, on aime son bébé, c'est clair, mais après, les gestes, on les apprend au quotidien. Devenir maman, c'est au quotidien. Moi, je sais que ma mère ne m'a pas donné d'amour, donc pour en donner à mes enfants, c'est très compliqué. Quand personnellement, vous avez eu que des coups de vos parents, c'est très compliqué. Ah oui, non mais j'ai repris goût à ça, tu vois. Parce que la dernière fois avec les mamans, on est parti faire une balade 1h30 dans ce grand parc plus loin. Et tous les bébés se sont endormis. Et mademoiselle Nina regardait pendant 1 heure tout ce qui se passait autour. Et la seule qui ne s'est pas endormie, c'est elle. Cet après-midi, Eleanor retrouve sa belle-mère, la femme de son père, qui l'a soutenue sans relâche quand elle sombrait dans la dépression. C'est vrai que quand vous accouchez, vous vous retrouvez comme ça avec un bébé comme ça, vagissant, si je puis cette relation sur vous, et puis que on vous dit, voilà, vous devez être contente, l'obligation d'être heureuse, quoi, parce que vous le vouliez, et puis bon, c'est pas l'enfant qu'on imaginait, et puis surtout c'est un tel choc, parce que c'est vrai qu'on est complètement démunis. Il arrive, et puis voilà, faut le prendre en charge tout de suite. Et on doit s'adapter à l'enfant. C'est l'enfant qui décide. Et c'est l'enfant en fait qui vous apprend à être mère.
Moi, c'est ça, ce que je disais, c'est mon fils qui m'a appris à être mère. Il fallait que je suive, que je sache, que je ressente. Et parfois on dit, attends, il pleure, tiens, il veut sa maman. Mais moi, je suis comme vous, hein. Je ne sais pas ce qu'il veut aussi pour l'instant. Donc, j'apprends. Là, puis autant, il y a plein de bouquins, c'est ce qu'on disait, sur quand on est enceinte, vous avez tel symptôme, tel symptôme. Par contre, une fois que le bébé est là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a tout un tas de théories, mais qui ne se révèlent toutes quasiment fausses d'ailleurs. C'est une histoire tellement personnelle, c'est unique. On dirait qu'elle fait ses dents. Ma famille a vu que j'allais pas bien du tout, donc on a décidé que comme mon conjoint n'était pas très disponible, à part son travail, j'allais faire au moins une petite semaine pour me reposer chez mon père, avec ma belle-mère. Eleanor avait du mal à dormir, elles avaient du mal un petit peu à trouver leur rythme. J'avais... Oui, pris le relais. Pris le relais avec Nina? Oui, un petit peu. Je m'étais complètement déchargée sur Joss. Je m'en occupais, elle dormait avec moi la nuit. Et malgré le fait qu'on essayait de me soulager au maximum, je me suis enfoncée de plus en plus dans la dépression. Je sentais vraiment beaucoup de tristesse, une souffrance profonde qui dépassait en fait le simple cadre de la gestion tous les jours de Nina. Et puis alors, et c'est là que j'ai commencé à m'interroger, à m'inquiéter. Je me disais, je comprends pas, on est complètement démunis face à ça. Parfois, la présence des proches ne suffit pas et le soutien de professionnels s'avère nécessaire. À l'hôpital, Eleanor apprend, en douceur, à partager des moments de plaisir avec sa fille et à investir son rôle de mère. Elle s'occupe désormais de Nina la journée, mais elle évite encore de la prendre en charge la nuit. Oui, exceptionnellement. La collation. Exceptionnellement, je suis arrivée dépitée. Prenez ma fille. Elle m'a tuée. Réveil en sursaut. Il adore toi, Nina, elle est cool pour ça. Petite jalousie. Donc galère pour le... Mais bon, il fait ses nuits, quoi, mais il se couche à minuit, une heure, mais... Imen a du mal à lâcher son fils. Du coup, elle se sent submergée par lui. Sa psychologue, Céline, tente de coucher Ismaël dans son berceau pour qu'Imen puisse profiter de sa soirée entre amis. Mais Ismaël se met à pleurer et Imen préfère le récupérer. Pour l'instant, ni la mère ni l'enfant ne sont prêts à se séparer. Il a du mal à se coucher sans être contrôlé, c'est ça? Oui, c'était le problème. Ouais. Il a failli tomber du lit une fois, hein, parce qu'en fait, il est constamment sur moi. Dès que je le pose dans son lit, mais voilà, il dort pas. Non, l'idée, c'est pas là de le mettre dans son lit, de le laisser pleurer, et que du coup, que ça crée de l'angoisse pour sa maman parce que effectivement, lui, il est pas bien. Et, non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rassurer tout le monde et que tout le monde soit assez relativement tranquille et apaisé. Et voilà, et peut-être ça se fera tout à l'heure plus tranquillement. Le travail de l'équipe est d'amener en douceur Imen à se détacher d'Ismaël, sans culpabiliser. Ah oui, je vous proposais un atelier peinture, là. Pour chez elle. Non, c'est pour chez elle, c'est parce que c'est ben, on fait bien déco pour la salle des bains. Ouais. Ce sera un atelier comme un autre. Je fais les ongles et le visage. C'est un gros soutien pour vous ici d'être ensemble. Oui, c'est très important ces moments-là où on est ensemble, on prend soin l'une de l'autre pour le moral. C'est surtout un moment entre femmes, plus forcément entre mamans, c'est un moment entre copines où on pense à nous et on pense plus forcément au bébé, qu'il faut consoler, qu'il faut nourrir. C'est la crème que t'as achetée. Les accompagnants et les soignants sont présents jour et nuit pour prendre le relais, quand la mère se sent dépassée ou trop fatiguée.
quand elle a besoin de faire des démarches administratives ou de se changer les idées. Pour moi, une approche de soins, elle doit inclure le médical, le social et le psychologique. Donc se constitue autour de la mère et de l'enfant une équipe de soignants, d'accompagnants aussi, puisqu'on a des éducateurs ici. On a une assistante sociale qui va s'intéresser aussi aux conditions de sortie. C'est très important parce qu'on a trop tendance à morceler les gens sinon. Et on ne les aide pas. Si on ne se demande pas avec quoi elle va vivre et où elle va se poser avec son bébé, on n'aura pas fait notre travail. Tous les vendredis matins, l'équipe se réunit au grand complet. C'est l'occasion pour chacun de partager ses observations sur les avancées de la mère et de l'enfant afin d'adapter le projet de soins. Tout le monde est d'accord pour dire que la relation avec Tamara est bonne et que personne n'a jamais vu Madame dans un tel lien. Moi je la connais depuis 10 ans. Ouais. Là, elle est comme elle n'a jamais été. Hein. Ouais. À la fois vis-à-vis d'elle-même, parce qu'elle a un souci d'elle et qui est tout à fait étonnant. Oui, autour des soins. Autour des soins d'elle-même, que vis-à-vis de cet enfant avec lequel elle a vraiment une relation forte. Je me fais coiffer. Nouvelle vie, nouvelle coiffure. Je me retrouve, en fait. Parce qu'en fait, la drogue fait qu'on s'éloigne beaucoup de soi, beaucoup de choses. Et là, moi, je me retrouve, quoi. Tamara, elle m'a vraiment apporté une force que je n'avais pas avant. Avant, je me serais jamais mal vue de passer devant Stalingrad sans m'arrêter pour consommer. Ça n'aurait jamais existé. Au jour d'aujourd'hui, j'y arrive. Ce qui me prouve quand même que j'ai pas mal avancé. Entre Katia et sa fille Tamara, la fusion a été immédiate. À sa naissance, Tamara a eu un syndrome de sevrage, dû au traitement de substitution de sa maman. Elle était agitée, elle tremblait et souffrait. Katia a donc pratiqué le pot à pot, une technique qui consiste à serrer son enfant contre sa peau pour l'apaiser. Ça la calmait tout de suite. Et bah, c'est ces journées-là, en fait. Ça crée un lien particulier entre vous Ouais, aussi. vraiment un lien très très particulier. Ouais. On a une relation qui est très fusionnelle, en fait. Aujourd'hui, Tamara va bien. Grâce à la tendresse de sa mère, son syndrome de sevrage a cessé en moins de 2 semaines. Ce trouble affecte les bébés nés de mères toxicomanes. Dans 65% des cas, le maternage suffit pour que les symptômes de manque disparaissent. C'est des bébés qui peuvent avoir des manifestations de tremblement, de trémulation, qui sont hyper tendues, pas du tout agréables à porter. Ils ne sont pas gratifiants pour la mère, donc il faut beaucoup entourer la mère aussi pour pouvoir l'aider à s'occuper de son bébé, parce qu'on a remarqué depuis longtemps que ce sont elles qui sont les plus compétentes, c'est celles qui calment le mieux ses enfants. D'où l'importance de favoriser le pot à pot, de favoriser ce qu'on appelle le pot à pot, finalement, c'est favoriser les actes de tendresse. Hein. Le contact, vraiment, de pot à pot est très important, mais c'est surtout un contact affectif dont il est question. Ce matin, Sabrina a rendez-vous à l'aide sociale à l'enfance pour discuter de l'avenir de ses 2 fils. Son premier étant placé, elle veut convaincre sa référente qu'elle a changé et qu'elle peut assumer son rôle de mère avec Sohan, au moins à temps partiel. Julia, une des éducatrices de l'hôpital, la soutient dans cette épreuve. J'ai bien pu dire ce que j'avais à dire. Sohan et Kali, c'est 2 histoires différentes. Et qu'avec Sohan, ça se passe au mieux avec lui. Voilà. C'était important d'être reçu et de pouvoir discuter un petit peu effectivement, comme vous dites, de la différence des 2 histoires entre Calice et Sohan, et de penser aussi la sortie de l'hôpital avec un service qui a déjà une histoire avec Mme Bellini. Vous avez décidé quoi avec l'aide sociale à l'enfance? On attend de voir pour faire des accueils séquentiels de Sohan, donc on va voir. Un placement séquentiel, en fait, administratif, c'est une demande de la maman, ou des parents, d'être soutenus sur un temps limité, ça peut être quelques semaines, quelques mois. Et du coup, c'est des temps déterminés avec les parents, là en l'occurrence la maman, d'accueil sur quelques journées par semaine, voire quelques nuits. Sabrina a encore du mal à être mère à plein temps. Sohan devrait donc être accueilli quelques jours chez sa mère et l'autre partie de la semaine dans sa famille d'accueil. Et comment vous appréhendez l'accueil séquentiel? En quoi vous y voyez une importance J'en vois une importance pour ma relation, améliorer ma relation à mon fils et à moi.
C'est aussi un peu difficile cet accueil séquentiel. Ouais. Bah oui, ça va être un peu représente difficile des choses. parce que ça me fait rappeler le placement de mon fils. Bon, c'est pas la même chose, mais voilà. C'est un petit peu quand même. Il est difficile pour une mère dont le premier enfant est en placement judiciaire de bénéficier d'une seconde chance. Même si elle progresse de jour en jour, Sabrina peut perdre la garde de Sohan à tout moment. Le sort de son fils est encore incertain. Avant, je ne me contenais pas. Je fonçais dans le tas et après, ce qui pouvait arriver, arrivait. Et j'en avais rien à faire. Qu'aujourd'hui, non. Je réfléchis aux conséquences de mes actes. Et ici, ce que vous avez travaillé, c'est comment ne pas, du coup... Comment ne pas déraper, comment prendre sur moi, réfléchir, poser les choses et ne pas déraper. Parce que qui c'est qui récupérait tout ça? C'était mon fils Sohan. Ouais. C'est ça surtout que vous avez bossé ici. Hein. Vous avez pu du coup appréhender l'extérieur. Faire des activités avec lui, comme la piscine. Que je vais samedi y aller avec mon fils pour la première fois. J'ai hâte d'y aller. Sourire, ça, ouais. Ben, j'ai hâte d'y aller, à vrai dire, j'ai hâte d'y aller. De pouvoir me baigner avec mon fils, de pouvoir... C'est des choses que, là, entre autres, je peux faire, mais je peux pas rester... à cause de mon poids actuel, je ne peux pas faire beaucoup de choses avec lui. Là, entre autres, ça va être dans l'eau, je vais pouvoir jouer avec lui. Comme il adore l'eau, ça va être... voilà, ça va être quelque chose. À l'hôpital, la vie continue. Le 4e étage dispose de 6 lits pour les femmes enceintes qui ont du mal à investir leur grossesse ou qui ont besoin d'un suivi médical. Aysoun doit être surveillée car elle a un diabète gestationnel. Elle approche du terme et commence à avoir des contractions. Tu peux mettre ça un peu sur ton... Tu peux pas mettre ça... Non. Là, ça fait combien de temps que vous ressentez des contractions? Depuis dimanche. Oui, mais là, aujourd'hui... Aujourd'hui? Ouais. Ça vient de commencer, là. C'est tir, là. Ah, il est tendu, là. On va voir combien de temps ça dure. En fait, on a découvert un diabète gestationnel à madame il n'y a pas longtemps. Hein. Elle a nécessité la mise en route d'un traitement par insuline parce que le régime seul ne suffisait pas à équilibrer ses chiffres. Pour que la maman n'ait pas d'infection pendant sa grossesse, pour qu'elle n'ait pas d'hypertension non plus en fin de grossesse. Il n'y a pas d'hypertension. Mais non, on vous surveille pour tout ça. Oui. Hein, tout se passe bien là. Et pour le dossier de madame, ils vont statuer, savoir s'ils déclenchent l'accouchement. Parce que parfois ce sont des bébés qui grossissent beaucoup et donc il vaut mieux pour leur bien-être qu'ils naissent un petit peu plus tôt que la date prévue. La contraction, ça va mieux? Ça va calmer. Ça va calmer. On a parlé, ça a calmé? Oui. Papa, il t'écoute. Il m'écoute? Ouais. C'est une petite fille, un petit garçon. Un petit garçon. Tu m'as entendu? Aysoun a effectivement accouché en urgence d'un petit garçon 2 jours plus tard, à la maternité des Bluets. Tout s'est parfaitement bien passé. Pour Imen, l'allaitement est problématique. Elle a l'impression de ne pas bien nourrir Ismaël et le laisse téter une grande partie de la journée. Un des enjeux de son hospitalisation est de l'amener à sevrer son bébé. Elle a fini son biberon quasiment. Elle est tranquille. Hein. Avant, elle avait du mal à prendre son biberon à cause du sang. Là, depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, ça va. Je suis contente parce qu'il a fait de beaux efforts et de grands efforts. Avant, c'était l'horreur pour le biberon. Il fallait que je fasse appel à l'équipe et puis pleurer. Il fallait... Et puis pour moi, c'est une consolation aussi. Quoi. De quoi? Déjà, j'ai pas beaucoup de lait. Ce que je vous disais, avec la fatigue, le stress, etc., on n'a pas forcément beaucoup de lait. Vous allez lui donner la tétée. 1 heure plus tard, il va réclamer parce qu'il n'a pas bu assez. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Alors que le biberon, vous lui donnez 220, vous savez qu'il a bien mangé, et puis il pourra patienter 4 heures, quoi. Du coup, vous l'avez pas constamment sur vous, quoi. C'était un enfer, hein. C'était plus gérable. Bravo, chérie, puis il a poussé le biberon, là, j'en veux plus, hein, c'est fini.
matin, avec l'aide de sa psychologue, Eleanor tente de comprendre pourquoi sa fille Nina ne supporte pas les bains. Est-ce que tu veux un petit peu la tête? T'es fatiguée. Allez, on essaye. Allez, c'est parti. Ah, mais oui, t'étais dans la position horizontale, celle que tu n'aimes pas. Bah, dis donc, il y a du changement. Donc c'est pas la peur de l'eau. Non, Nina, c'était pas la peur de l'eau. C'était la position allongée qui ne plaît pas du tout à Nina. Bon, on a trouvé la solution, Nina? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a trouvé la solution du bain? Oui? Tu n'es plus en position allongée, alors tout va bien? Dis donc, par rapport à la semaine dernière. Ah ouais, hein. Elle avait du mal, Nina, avec les mains avant. Elle s'agrippait à sa maman, mais vraiment panique. Elle était crispée, apeurée, elle me fuyait du regard, elle s'accrochait à mon bras. Donc c'était vraiment un moment, on va dire, plus qu'obligatoire que plaisir. Vous avez changé la baignoire en fait. Ça paraît simple comme ça, mais il a fallu traduire ce qu'on a fait avec Frédéric. On est passé d'une baignoire classique, où Nina était à l'horizontale, à la baignoire assise. Bah ça, c'était miraculeux. On a plus associé ça au traumatisme de la naissance, parce que l'accouchement s'est pas bien passé. Effectivement, le mouvement de la sortie de l'eau est assez proche du mouvement quand on l'a sortie de mon ventre. Et elle déteste cette position-là quand on la sort de l'eau. On n'arrête pas de nous dire, un bébé ça pleure, c'est normal, c'est le seul moyen de s'exprimer. Et c'est pas vrai. Tout va bien. Tout va bien. Pour Imen et Ismaël, la date du départ approche. Imen se rend à son dernier rendez-vous avec le docteur Hébert. À l'hôpital, elle a appris à se détacher un peu de son fils. Le temps est venu pour eux de se confronter à la vie dehors. C'est évident que je vais vous aider en vous fixant une date de sortie. lundi, Et non négociable. Oui. De façon à vous aider à partir. C'est pas facile de partir. Non. Mais enfin, vous avez fait du chemin depuis que vous êtes arrivé. C'est sûr que entre la Imen qui est arrivée désemparée, comme vous dites, et aujourd'hui, j'ai gagné en assurance et puis j'ai accepté surtout ce qui m'arrivait, quoi, en fait, quelque part. Il y a aussi quelque chose de très important qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez pu aussi à la fois allaiter votre bébé, malgré toutes vos craintes de ne pas avoir assez de lait. Oui, bien sûr. Puis vous avez su aussi arriver à passer oui, au sevrage. Au sevrage, progressivement. C'est ça. C'était un de nos objectifs. Ouais, de me détacher un petit peu de lui. Voilà. Faire en sorte que ce soit un être à part entière quelque part. Oui, non, c'est clair. Exactement. Parce qu'on était collés, c'était impressionnant. Hein. C'était dur, c'était très dur. Oui. Bien sûr. J'en pouvais plus, limite après, je ne supportais plus. C'est ça. Ça a été un cheminement avec l'équipe, de pouvoir arrêter l'allaitement, parce que je culpabilisais. C'est vrai que sans cette aide-là, je ne sais pas comment j'aurais pu gérer. Je pense pas. Gérer à la fois mon état dépressif, cette rencontre soudaine avec mon fils qui voilà, et puis c'est violent quand même. Hein. C'est violent. C'est un moment où on est très très fragile et tout ressurgit, quoi, c'est ça. C'est ce qui se passe pour toutes les mamans enceintes. Ouais. Elles ne se rendent pas compte en étant enceintes qu'elles vont remettre en question tout ce qui a été à l'œuvre dans leur histoire d'identité, de fille, de femme. Et puis devenir mère, ça c'est un processus. Donc on fête la fin de notre séjour à Imen et moi-même, et à ma fille et à Ismaël. Voilà. Et moi, faut bien dormir. Bah ouais, c'est le départ. Et vous, Myriam, vous êtes triste de les voir partir? Ah oui, je suis très triste. Oui. On va te manquer, mamie. Ouais, vous aussi, vous allez me manquer. On a été chez la famille de Myriam, moi et Ismaël. On a passé la fête de l'Aïd chez les camarades. On est parti manger des gâteaux. Sa famille m'a adoptée. Je te jure. Il a beaucoup changé, Ismaël, au cours de son séjour. Bien sûr qu'il a changé. Bien sûr qu'il a changé les petits bouts de sous. Entre le petit nourrisson qui pleurait tout le temps, qui devait être scotché au sein, et puis l'Ismaël qui fait un petit peu sa vie, même si ce soir il est un peu
Il a besoin des bras parce qu'il sent tout ça, quoi. Il sent le stress de maman et tout. Mais... N'est-ce pas, chérie, t'as évolué. Et t'as grossi. Hein. T'es joufflu, là. On dirait un petit sumo. Ce matin, Imen doit quitter l'hôpital avec son fils. Elle ne se sent pas encore prête à partir. Elle a demandé au docteur Hébert de retarder son départ de quelques jours. Je sais que c'est difficile de partir, mais il faut le faire. Et non par rapport à ce que je te dis. Mais non, c'est pas possible. Ouais. Ça va aller, vous inquiétez pas. Moi, je vais partir cette semaine, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu... Enfin, voilà. J'ai pas pu aménager l'appartement. Donc voilà, j'ai l'impression que je pars dans la précipitation. Il faut y aller, quoi. Il faut libérer le champ. À un moment donné, il faut... Je sais, mais je me sens frustrée, quoi. Je me sens pas prête. Mais c'est difficile de partir aussi. Non, après, je veux partir. Pour moi, c'est difficile. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et... On va dire qu'on vous met dehors, puisqu'on a reculé déjà 2 fois. Non, oui, c'est pas ça. On a reculé 2 fois et aujourd'hui, c'est la date. J'essaie d'en mettre mal. C'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile pour nous aussi, pour moi aussi, de pouvoir tout boucler en fait et d'arriver dans un appartement sachant que voilà, ça pue la peinture, on n'a pas le chauffage encore jusqu'au 15. Enfin voilà. Pour moi, c'est je sais pas. C'est dur, c'est tout. Hein? Cet établissement reste un hôpital où les séjours sont limités à 3 mois. Il n'a pas vocation à devenir un lieu de vie. Pour le bien des patientes, et parfois, malgré elles, l'équipe doit faire preuve de fermeté, en les poussant à retrouver le monde extérieur. Prenez soin de vous les filles. Prenez soin l'une de l'autre. À bientôt, au revoir. On sait que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, on ne tournera pas. L'hôpital, c'est pas juste un week-end. Là, c'est définitif. Je vais mettre son petit mobile pour pas qu'il se sente trop désorienté. Vous savez le jouet qu'il avait sur son lit. Ça y est, regarde. Regarde. J'avais très peur quand j'étais à l'hôpital. J'avais vraiment peur et je me disais, je suis pas prête. C'était dans ma tête, mais maintenant que je suis là, je me dis que finalement, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Même si je suis pas super installée. L'essentiel pour lui, c'est que je sois bien, quoi, en fait, finalement. Oui, tout ça. Donc, non, là, ça va mieux, en fait. Le fait d'être arrivée à la maison, je vais mieux. On va la ranger, c'est propre. On va enlever le papier peint. Pour Eleanor et Nina aussi, l'heure du départ est arrivée. L'équipe vient leur rendre visite pour la dernière fois. Tout va bien? Tout va bien, nickel, impeccable. Et votre petite alors? Bah, heureuse, hein. Oui. Ses siestes, non, c'est cool. Pas de soucis. Ça va très bien. Les réglages sont faits. Ouais, il y a des petits loupés de temps en temps, mais c'est un bébé, quoi. Et vous dormez? J'arrive pas à dormir quand elle est à côté de moi. Je focalise sur elle. Oui, mais vous n'allez pas repartir dans un mauvais cycle. Non, c'est pour ça. La maison va faire en sorte qu'elle ne dorme pas dans ma chambre. Ah oui, ça c'est sûr qu'il vaut mieux chacun dans sa chambre. Et puis son papa va y contribuer. Le père de Nina, Dorian, est venu chercher sa femme et sa fille pour les ramener avec lui à Bordeaux. Il ne les a pas vus depuis 1 mois. Et il appréhendait de retrouver Nina comme il l'avait laissée. Les premières semaines où elle était à la maison, c'était crise sur crise en fait. Hein. Donc ce lien, c'est de tourner dans la cuisine avec pour essayer de la calmer des heures et des heures, toute la nuit. Et ces moments que j'ai partagés là, ça fait 2 jours que je suis là. Elle est métamorphosée, elle sourit, elle joue, elle se calme. Elle peut rester comme ça sans pleurer. Bon, il y a vraiment quelque chose, on apprend à la connaître vraiment. Elle aussi est réceptive, quoi. Je suis content parce que j'ai l'impression que moi aussi, il fallait que je reparte à zéro. Qu'elle avait pris aussi de l'avance sur moi, Eleanor, avec tout ce temps. Puis j'avais peur aussi de ça, de ce lien qu'elles avaient créé toutes les deux. D'être exclue, en fait. Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas une exclusivité entre elles
Puis moi, pour me mettre dans cette relation-là, est-ce que voilà. Ça avance, c'est cool. Vous êtes contente stressée parce que bon, ça, l'agitation, mais contente. Je me sens prête à partir, je pense que c'est le bon moment. Mais après, bon, c'est toujours un peu stressant, hein. On est tout coucounés ici, on a ses repères. Mais bon, j'ai vraiment hâte de reconstruire notre petite vie comme on l'avait rêvé. Oh, c'est vrai. Bonjour, c'est la Lisa. Merci pour tout. De rien. Déjà, on est le 12. C'était pas le 14. Non, c'était aujourd'hui, mercredi. Ah, super. Et la miss, elle dort. Au revoir, petite nénette. Bonne route, hein. Ça va? Ouais, oui. C'est normal. Bon, vous nous donnez des nouvelles? Oui. Bonne continuation. Merci pour tout, en tout cas. Comme le docteur Hébert disait, il y a des graines qui ont été semées, et là il faut continuer à arroser et à entretenir tout ça. C'est pas magique non plus, je sais que c'est pas en 2 mois que tous les problèmes ont été résolus, que j'ai une totale confiance en moi, que Nina va être géniale tous les jours. Mais en tout cas, je me sens plus forte. Déjà, j'ai l'impression de mieux comprendre ma fille. Et puis, déjà, c'est rassurant. Et puis là, je le gère mieux, ça c'est sûr. Pendant son séjour de 2 mois à l'hôpital, Katia a commencé à se reconstruire. Ici, j'ai vraiment appris à m'occuper bien de Tamara, à savoir être à son écoute. Et puis à revenir moi-même aussi, parce que quand je suis arrivée, je commençais seulement à être sevrée, donc j'avais pas vraiment d'objectif, j'étais un peu paumée, on va dire. Maintenant, les choses sont beaucoup plus claires pour moi. J'envisage déjà l'avenir, la sortie. Elle n'attend qu'une chose, s'installer avec son compagnon et leur fille Tamara. Et comment vous envisagez l'avenir alors? Tous les trois, et puis après on compte partir de Paris. On va aller vers, on a vu une association qui s'appelle Clémence Idor, qui sont basées sur Toulouse en fait, et qui peuvent recevoir des gens. Et notre projet, c'est partir en famille d'accueil en fait, avant de pouvoir s'établir là-bas dans le sud. Aujourd'hui, son souhait s'est réalisé. Ils vivent tous les 3 à Paris, dans un hôtel, en attendant de partir à Toulouse, où ils seront hébergés dans une famille d'accueil et suivis par une association spécialisée dans les addictions. Sabrina a connu des moments difficiles durant son hospitalisation, avec des incertitudes sur l'avenir de Sohan, la peur qu'il soit placé comme son premier enfant. Mais jamais elle n'a renoncé à ses rêves. Grâce au soutien de l'équipe, elle va partir en province et réunir ses 2 fils auprès d'elle, dans une structure qui accueille des mères avec leurs enfants. On a imaginé effectivement un lieu qui serait effectivement du coup l'étape finale presque de la sortie. L'étape finale pour moi avec mes 2 garçons et ça inclut effectivement. Ça inclut mes 2 garçons. Si je vais là-bas, j'ai peut-être dans l'optique de récupérer mon 2e là-bas. L'idée c'est de consolider ce que c'est travailler ici avec Sohan dans un lieu qui est différent mais qui permet d'accompagner quand même au quotidien Sabrina. Sohan ira avec sa mère dans cette structure. Calice, le premier enfant de Sabrina, les rejoindra d'abord le week-end, puis définitivement, si tout se passe bien. Sabrina n'avait même pas osé imaginer une sortie aussi positive. C'est une manière de tourner des pages, on va dire, et de reconstruire ma vie ailleurs, avec mes 2 enfants. Si à l'heure d'aujourd'hui, toutes ces perspectives se mettent en place, l'hôpital y est pour quelque chose, et le personnel de l'hôpital, et vous un peu. Et moi, et le docteur Hébert aussi, avec qui j'ai pas besoin de parler, et qui, on va dire, lit en moi comme dans un livre ouvert. 1 mois et demi après leur sortie, nous sommes allés retrouver Eleanor et Nina dans leur maison, à Bordeaux, pour savoir comment ils vivaient leur retour. De mon côté, le retour a été compliqué, parce que j'étais tellement enthousiaste de revenir, parce que j'avais vraiment hâte. Et puis j'ai eu, comme on dit, l'effet qui se coule, quoi. C'est que d'un coup, je suis arrivée à la gare, là c'était l'angoisse qui monte. C'est d'accord, il y a ça à gérer, il y a la maison, bon, il faut qu'elle soit clean. Nina, j'avais plus mes repères, donc je suis arrivée, il n'y avait plus l'endroit pour la changer exactement comme avant. On n'avait pas encore acheté la baignoire, donc c'est vrai que tout ça, ça a été, pendant 1 ou 2 journées, je pense qu'il a subi mon stress. Ça va. Et Nina, elle était comment, justement? Eh ben, elle, très bien. Contrairement à sa maman, ça s'est super bien passé, quoi. Après, elle a ses mauvais jours, hein, faut pas se faire d'illusions. Nina a du caractère, mais c'est même pas comparable avec avant. Et
C'est plus moi aujourd'hui qui suis toujours dans l'angoisse d'une peur du retour comme avant. Mais elle, franchement, elle nous a surprises. Ouais, vraiment très bien adaptée. Elle est parfaitement bien calée, tout va bien. Elle commence à rigoler. Elle commence à rigoler, avoir des petits fous rires. Enfin, donc c'est vraiment génial, quoi. Et vous? Et moi aussi, impeccable. Ouais, j'avais hâte. Moi, j'ai très mal vécu cette séparation. Mais c'est vrai qu'elle nous a surpris. Même dans la relation avec son père, Ouais. ça a été immédiat. Elle l'a vu et elle a rigolé. Ouais, c'est ça. On sentait qu'elle a reconnu son père tout de suite. Elle était à l'aise dans ses bras. Alors que Nina, c'est une anxieuse. Il y a des choses qui restent, mais ça va quand même beaucoup mieux. Je pense que tu m'as retrouvée quand même un Ça peu... n'a rien à voir. J'ai retrouvé ma femme qui va de l'avant, qui s'occupe des choses, qui relève la tête et qui affronte les choses de pleine face à chaque fois. Enfin, voilà. Donc content que ça ait marché, on va pouvoir vraiment construire et aller de l'avant, quoi. Depuis son ouverture, l'hôpital Mère-Enfant de l'Est parisien a aidé près de 250 femmes à devenir des mères et à se réconcilier ainsi avec leur passé. En favorisant la qualité du lien maternel, il offre à leurs enfants la possibilité de se construire une vie meilleure et de pouvoir, un jour, prendre leur destin en main.